Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, le double défi à relever, c'est d'une part de vous parler de ce cadre juridique, hein, de rentrer un petit peu dans le détail, mais pas trop, je vous rassure, concernant justement tous les outils juridiques dont on dispose pour protéger et valoriser ces archives privées, notamment quand elles sont en main privée, précisément. Et ensuite, effectivement, au moment où on est en période à haut risque de somnolence postprandiale. Donc, les archives privées, ce qui est amusant, c'est que justement, elles ne disposent que d'une définition en creux, en France tout au moins. La définition des archives telle qu'elle est donnée par le Code du patrimoine et qu'elle remonte, je dirais, aux toutes premières lois d'archives, elle est très large, voire excessive, comme me disent parfois mes amis les commissaires-priseurs. Il s'agit de l'ensemble des documents, y compris les données, c'est-à-dire là aussi les documents en format numérique, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits reçus par toute personne physique ou morale et par tout service, organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Et donc paradoxalement, le concept d'archives dit privées s'inscrit en négatif par rapport à la définition des archives publiques. Les archives publiques, ce sont bien évidemment les archives qui procèdent de l'activité de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes morales de droit public, des assemblées parlementaires, mais aussi des documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par une personne de droit privé. Et évidemment aussi, n'oublions pas, les minutes et les répertoires des officiers publics ou ministériels. Donc du coup, les archives privées sont par défaut toutes les archives qui n'entrent pas dans cette définition très précise. Donc cette définition qui est à la fois juridique et imprécise engendre une difficulté naturelle et récurrente, précisément, à apprécier au cas par cas la nature des archives en fonction du producteur et surtout de l'activité du producteur. Donc toutes ces difficultés, on va les voir surgir quand il s'agit d'apprécier la valeur patrimoniale, quand on va faire un classement d'archives, j'y reviendrai, un classement d'archives historiques, quand on veut autoriser la sortie du territoire d'un fonds d'archives privé, ou encore quand on aperçoit effectivement ce fonds d'archives en vente publique ou de gré à gré. Donc on peut en déduire, j'allais dire, que les archives produites ou reçues par des personnes physiques ou morales de droit privé sont a priori privées. Les correspondances familiales, les projets, les rapports rassemblés dans le cadre de travaux ou de recherche à des fins personnelles et qui n'ont pas de lien explicite avec une mission, un mandat public. Mais par contre, si toutes les archives privées émanent de producteurs privés, tous les producteurs privés ne produisent pas que des archives privées. C'est le cas précisément des architectes paysagistes qui peuvent avoir, selon leur projet, à travailler pour l'État ou une collectivité territoriale, au contraire pour des particuliers. Donc on va bien avoir là un fonds qui procède d'un seul et même producteur, d'un seul et même auteur, mais qui peut être tantôt public, tantôt privé. Donc c'est bien évidemment l'identification de la nature du producteur et de la nature de son activité qui va constituer le point de départ de toute qualification d'archives publiques ou privées. Alors aujourd'hui en France, vous avez 3 administrations qui sont en charge, je dirais, de la politique de gestion des archives privées. Vous avez le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées qui ont une autonomie, j'allais dire, presque de tout temps en termes de préservation de leurs archives historiques et là aussi de gestion de leurs archives contemporaines, et le ministère de la Culture pour tous les autres ministères, en fait. Et donc, pour les archives de France, donc pour le ministère de la Culture, c'est donc le service interministériel des archives de France, et plus particulièrement la mission des archives privées, qui est en charge de toute cette politique d'acquisition, de préservation, de valorisation. Donc, le développement de la politique d'acquisition est le cœur de la mission des archives privées, mais il y a aussi les démarches de classement d'archives, le contrôle des demandes d'exportation et ensuite tout le rôle de conseil d'information au réseau des archives et de partenariat avec non seulement nos homologues ministériels, mais aussi avec donc, tous nos interlocuteurs publics ou privés. Donc le propos aujourd'hui, c'était d'essayer de voir comment on pouvait préserver ces fonds d'archives privés, notamment quand ils demeurent en main privée, et ensuite comment les valoriser. Donc préserver ces innombrables fonds, c'est ce que les intervenants de ce matin ont rappelé, c'est une des principales difficultés, un des principaux enjeux, c'est qu'on a une multiplicité de fonds, pas tous avec le même intérêt patrimonial, etc., pas tous avec la même volumétrie, mais des fonds qui peuvent présenter un intérêt à un instant T pour des recherches ou pour des projets de valorisation ou d'aménagement urbain, effectivement. Donc cette difficulté de la dispersion extraordinaire de ces fonds d'archives, et donc ça veut dire que préserver ces fonds, ça passe d'une part par une réflexion sur la manière de pérenniser l'intégrité de ces corpus documentaires, notamment quand ils demeurent en des mains privées, et donc qui dit propriétaire privé dit possibilité de dispersion, de vente, etc. Et ensuite, d'autre part, par l'intégration de ces fonds, le cas échéant, à des collections publiques.
Donc je vais vous évoquer rapidement là aussi 2 outils qui aujourd'hui peuvent nous servir à préserver justement l'intégrité de ces fonds privés. D'une part, le classement. Donc le classement comme archive historique, vous connaissez tous cette procédure, notamment pour les bâtiments, mais un fonds d'archives peut être classé comme archive historique. Donc la procédure est quasiment, je dirais, les effets de la procédure, l'instruction et les effets de la procédure sont à peu près les mêmes que pour un bâtiment. Donc le classement comme archive historique a été créé en 1938. Et sans revenir sur la liste des archives classées depuis 1940, je pourrais vous citer quelques exemples tout récents. En 2016, les manuscrits du général Lafayette, conservés donc proposés par la Fondation de Chambrun. Et en 2017, pour reprendre un sujet qui nous concerne un petit peu, le fonds d'archives de l'Académie d'architecture, qui est conservé pour partie à l'Académie d'architecture, donc place des Vosges, ce sont les fonds du 19e siècle, et pour la partie, on va dire, contemporaine, enfin du 20e siècle, qui sont conservés à l'Institut français d'architecture. Et également les archives dites d'Oudoville, donc de la famille de la Rochefoucauld, qui couvrent une très large période du 11e au 19e. Donc vous voyez que ça peut être des fonds très, très différents, les uns modernes, les autres plus anciens. L'intérêt d'un classement pour préserver justement l'intégrité, la cohérence d'un fonds documentaire, c'est que d'une part, il n'y a pas de transfert de propriété, le propriétaire reste propriétaire, où que soient localisés les documents. Il y a bien évidemment une valorisation patrimoniale du fonds, avec cette subtilité par rapport aux bâtiments, j'allais dire aux monuments historiques classiques, à savoir que les arrêtés de classement pour les archives ne sont pas publiés, pour des raisons de sécurité évidentes que vous pouvez comprendre. C'est difficile d'enlever la pierre d'angle d'un bâtiment qui vient d'être classé monument historique, parce qu'on se dit, ah tiens, c'est un truc intéressant. Soustraire une feuille d'archive quand on sait que ça a été classé monument historique, c'est beaucoup plus facile, si vous voulez. Et ensuite, il y a surtout une garantie d'intégrité de maintien sur le territoire national, parce qu'à partir du moment où un fonds est classé comme archive historique, il devient trésor national, donc il est interdit d'exportation définitive du territoire, ce qui veut dire que si un acheteur étranger se présente, il peut certes acheter ce fonds, mais le fonds doit rester en France, il ne pourra en aucun cas sortir du territoire français. Donc il y a une possibilité d'aliénation d'un fonds d'archives classé archives historiques, mais uniquement sur le territoire national. Les exportations temporaires, bien évidemment, à des fins et potentiellement de restauration, d'exposition sont autorisées, mais uniquement de manière temporaire et avec une date de retour contrôlée. Donc le classement n'exonère nullement le propriétaire du fonds de poursuivre le travail de traitement, de valorisation et de mise en sécurité, opérations pour lesquelles, naturellement, il est conseillé, voire soutenu financièrement par l'État. Alors, une petite chose intéressante quand même et surtout importante à retenir, le classement n'est ni une faveur ni une obligation. C'est-à-dire que si un propriétaire se dit, voilà, mon fonds d'archives est quand même très important parce que mon grand-père, etc., a œuvré... il faut d'abord que, du côté de l'État, on soit persuadé que ce fonds-là a un intérêt patrimonial majeur et pérenne. Voilà. Ce n'est pas juste un effet de mode. Voilà, on est sûr que ce fonds est, j'allais dire, exceptionnel, à côté d'autres certes, mais qu'il a une valeur essentielle et que donc de ce fait, il doit être préservé pour la communauté patrimoniale. Et ça n'est pas une obligation, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut aussi qu'on ait des outils pour continuer à pouvoir gérer ce fonds, c'est-à-dire qu'on ait quand même des connaissances quant à sa localisation, quant à sa volumétrie, bien évidemment, quant à son contenu. Ça ne veut pas dire qu'il faut que le fonds ait été inventorié pièce à pièce, parce que là, pour des fonds qui font des mètres linéaires, c'est un petit peu compliqué, mais qu'on soit capable, à un moment, d'étayer l'intérêt patrimonial sur une connaissance à minima du contenu du document. Et que surtout, il y ait des perspectives de mise à disposition du public, parce que c'est l'obligation qui est faite pour un bâtiment. À partir du moment où il est classé monument historique, il y a une obligation de publicité, de mise à disposition du public. Donc, de ce fait, classer un fonds dont on sait pertinemment que soit il est dans un vrac total, que personne ne pourra jamais en envisager le classement, soit il est dans un état de conservation, de localisation qui en interdit à tout jamais ou sur un très long terme la communication, c'est un élément qui peut être dirimant pour le projet de classement. Autre outil qui permet de garantir l'intégrité de ces fonds quand ils sont encore en main privée, c'est le contrôle des exportations. Donc, je vous ai parlé il y a quelques instants de la notion de trésor national. Son trésor national, les archives publiques, les archives classées au titre des monuments historiques, les archives privées qui ont été intégrées à un moment donné, je vais vous en parler, dans le domaine public, et puis les archives qui peuvent présenter un intérêt majeur au moment où justement on nous demande une autorisation de sortie. Donc c'est par un règlement européen de 1992 donc, qui a défini différentes catégories de biens culturels qui devaient justement relever de procédures de contrôle à l'exportation. C'est ce règlement qui ensuite a induit, si j'ose dire, la loi du 31 décembre 1992, prise en application, et qui a intégré donc, dans le droit français ces dispositions d'autorisation via des certificats. Donc là, c'est quand le document doit sortir de France pour rester en Europe,
ou des demandes de licence, donc là quand il y a une demande de sortie en dehors du territoire européen. Il faut savoir aussi que pour ces différentes catégories de biens culturels, archives, objets archéologiques, etc., des seuils d'ancienneté et de valeur vénale, si j'allais dire difficile à cerner qu'il soit, ont été retenus. Donc pour les documents d'archives, il faut qu'un document d'archives dont on nous demande l'exportation ait plus de 50 ans d'âge et un minimum de 300 € de valeur. En dessous de ces seuils-là, on n'a pas besoin de demander une autorisation de sortie, temporaire ou définitive. Et au-delà de ce seuil, effectivement, là, la demande de sortie, certificat ou licence devient obligatoire. Donc c'est un moyen pour nous, à ce moment-là, d'identifier, quand on voit arriver soit une pièce ou un fonds complet d'archives privées, de se dire, bah, tiens, cet ensemble-là est intéressant, soit à acquérir, soit au contraire à protéger au titre des monuments historiques, en tout cas à faire demeurer dans le patrimoine national français. Alors parmi les moyens aussi d'intégration dans le domaine mobilier public, qui est une façon de protéger aussi les fonds privés, il y a évidemment différents modes d'entrée. Vous avez un mode classique qui est l'achat, ensuite des modes qu'on qualifie dans le jargon juridique de libéralité, tout ce qui est dons, legs, etc. Et vous avez aussi la dation. Alors, les principaux critères de ces collectes restent les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut que l'apport documentaire constitué par le fonds soit évident et surtout pérenne, qu'il ne soit pas relié à un effet de mode, qu'on ait affaire à un ensemble relativement important. On peut acquérir aussi des pièces isolées qui peuvent avoir un intérêt essentiel, si vous voulez, hein, mais il faut vraiment que l'originalité, le caractère exceptionnel du fonds soit avéré et que son caractère complémentaire par rapport au fonds d'archives publiques que le corpus en question va intégrer soit également étayé. Les archives privées qui vont entrer dans une collection publique, par ces différents modes que je vais passer en revue rapidement, font donc ensuite partie du domaine public de l'État ou des collectivités territoriales, hein, selon l'acquéreur. À ce titre, ça signifie qu'elles bénéficient d'un régime supplémentaire de protection, donc qui est celui appliqué aux biens mobiliers publics, à savoir elles restent privées, mais elles en sauf pour les achats et les dations, les acquisitions onéreuses, mais elles deviennent imprescriptibles et inaliénables. C'est-à-dire que si jamais ces fonds viennent à être distraits, comme on dit élégamment, des collections publiques, par une distraction absolument totale du consultant, ou par une distraction des conservateurs. Ça signifie qu'en cas de vol, et quelle que soit la date de découverte de la disparition, etc., ou de la redécouverte du document, ces archives pourront être réclamées, revendiquées, par leur propriétaire public, sans prescription du délit. Et par ailleurs, là aussi, ces archives, désormais, ne peuvent plus sortir du domaine mobilier public sans un acte formel. Alors, je vais essayer de passer rapidement en revue ces différents modes d'entrée, on va dire. Les acquisitions, donc bien évidemment, l'achat d'un document d'archives privées peut se faire soit de gré à gré, c'est un particulier qui va venir proposer son fonds familial, ou qui peut le proposer via un mandataire qui va être donc une société de vente. Donc là aussi, deux facteurs corollaires conditionnent l'achat. C'est d'une part l'assurance que le document, le fonds identifié mérite par son intérêt documentaire d'entrer dans une collection publique dans laquelle il sera ensuite communiqué, exploité. Donc il faut qu'on soit à peu près sûr que des gens aient envie et besoin de consulter ce fonds-là. Et ensuite, il faut, ça paraît une évidence, mais c'est mieux de le rappeler, qu'on ait les ressources budgétaires adaptées, n'est-ce pas, directes ou indirectes, c'est-à-dire par du mécénat le cas échéant, pour pouvoir acquérir ce fonds. Donc, à rappeler aussi que quand il y a achat, notamment soit auprès de particuliers, soit auprès d'opérateurs de vente, les conservateurs d'archives, s'ils peuvent apprécier la valeur scientifique d'un document ou d'un fonds, ne sont pas habilités statutairement à en faire l'expertise au plan vénal. Hein, c'est-à-dire ça, c'est le rôle des experts qui travaillent auprès des opérateurs de vente. Nous, on peut avoir une idée par rapport à des fonds, faire des extrapolations par rapport à d'autres fonds, d'autres documents qu'on a pu acheter, mais voilà, on n'est pas là pour établir cette valeur. La politique d'achat, en France tout au moins, je sais que ça n'est pas le cas de tous les pays, notamment dans l'Union européenne, la politique de complément des collections publiques par des achats de fonds d'archives privés est un espèce de fil rouge de l'État, sachant que les moyens sont fluctuants. Pour vous donner un exemple, depuis à peu près 4 ans, le budget dont dispose le service interministériel des archives de France tourne autour de 200 000 €, pardon. Donc ça passe vite, sachant que sur ce budget, on peut aussi bien acheter directement des documents pour les 3 services des archives nationales, qui sont à Paris, à Aix-en-Provence ou à Roubaix, que donner des subventions aux collectivités qui elles-mêmes ont c'est-à-dire aux archives départementales ou municipales, qui elles-mêmes ont leur propre politique d'acquisition.
On a d'autres, j'allais dire, possibilités de compléments budgétaires avec des fonds spécifiques ou avec du mécénat. Mais le mécénat, j'en reparlerai, c'est quand même une mécanique un petit peu lourde et qu'on ne peut pas mobiliser j'allais dire, au fil des ventes, quand on a affaire à un particulier qui veut vendre son fonds ou à un libraire professionnel qui a un fonds sur un catalogue, on n'a pas une urgence calendaire, si j'ose dire. Mais quand vous avez une vente dont vous recevez le catalogue 3 jours avant, que vous voyez passer un ensemble documentaire essentiel à 100 000 euros, là, le mécénat et le fonds du patrimoine, on ne peut pas le mobiliser. Donc on a d'emblée une contrainte, si vous voulez, financière dans notre volonté d'enrichir les fonds avec ces achats au cas par cas. Là aussi, pour prendre des exemples récents, en 2016, nous avons acquis le fonds d'archives privées de Georges Pompidou, donc là aussi avec une dotation exceptionnelle. En 2017, nous avons eu pas mal d'achats un petit peu importants, notamment un achat correspondant à la famille Oudinot, donc personnage important à l'époque impériale, et ensuite évidemment pas mal de subventions pour des collectivités territoriales, notamment les archives René Bazin, dont l'achat a été subventionné au profit des archives du Maine-et-Loire. Voilà, donc là et 2 documents concernant l'internement d'Antonin Artaud. Donc vous voyez, ça peut être des choses très très variées, et puis des chartriers, voilà. Donc c'est très très divers. Nous, c'est juste l'intérêt historique qui compte, et après c'est à chacun j'allais dire, d'argumenter par rapport au complément de ces fonds. Alors, je veux dire 2 mots de la préemption. Le droit de préemption, comme vous savez, est un droit régalien qui permet à l'État de se substituer en vente publique au dernier enchérisseur. Et ce droit s'applique bien évidemment à l'ensemble des biens culturels, y compris les archives, et à tous les types de ventes, que ce soit une vente de gré à gré, là aussi, ou une vente aux enchères. Alors, la pratique peut différer d'une administration des archives à l'autre, c'est-à-dire notamment entre le ministère de la Culture et les 2 autres administrations que j'ai évoquées tout à l'heure, mais je crois qu'il faut quand même rappeler que du fait de son caractère extraordinaire sur le plan juridique, la préemption ne doit vraiment être utilisée que pour les fonds ou les documents majeurs. Pas pour des documents à 300 euros qui passent en vente, hein, parce que là, ça s'appelle fausser le jeu de la vente et c'est pas très fair-play. Voilà. Et il ne s'agit justement pas, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux mandataires qui nous proposent des documents, il ne s'agit ni d'une confiscation ni d'une spoliation, puisqu'on joue le jeu de la vente et on se substitue, on a les mêmes obligations financières, les mêmes droits et obligations que n'importe quel acheteur, seulement on se substitue au dernier enchérisseur. Voilà. Rappelez aussi aujourd'hui que donc, selon cette répartition, j'allais dire, de cette autonomie entre guillemets de gestion de la défense et des affaires étrangères, le ministère de la Culture ne préempte que pour les services d'archives qui sont dans son giron, si j'ose dire. La défense et les affaires étrangères préemptent de leur côté. Le mécénat, donc on a tous entendu parler de grandes affaires de mécénat, voilà, au profit du musée du Louvre, du musée du Luxembourg, le tableau de Cranach, etc. Mais là, c'est un petit peu, j'allais dire, les affaires qui masquent un petit peu la forêt, sachant que le mécénat culturel n'échappe pas à la crise actuelle et que même si on a, j'allais dire, un corpus aujourd'hui législatif qui est très favorable aux mécènes, notamment aux entreprises, c'est quand même difficile pour les archives d'arriver à mobiliser. Tout simplement, je pense qu'il faut le dire honnêtement, parce que ça n'est pas une habitude qu'ont les services d'archives, et ensuite que c'est une mécanique juridique et administrative un petit peu lourde à lancer, et qu'il faut donc connaître son code du mécène et du sponsor sur le bout des doigts, et qu'il faut avoir le temps de s'en préoccuper. Donc voilà, c'est un peu ce qui aujourd'hui, j'allais dire, bride notre capacité à avoir une véritable politique de recours au mécénat, mais bien évidemment, c'est quand même un enjeu pour pouvoir continuer à soutenir notre politique d'achat. Alors, toujours parmi les acquisitions onéreuses, je voudrais parler des dations de documents d'archives. La dation a été instituée en 1968 par André Malraux, précisément pour favoriser l'enrichissement du patrimoine culturel national. Et aujourd'hui, sont payables par ce biais non seulement les droits de succession, mais aussi les droits dus sur des donations-partage, l'impôt sur la fortune et les droits de partage. Pas le redressement fiscal, ça a évité, le ministère des Finances n'aime pas trop. Déjà, il est très peu content en général quand on lui propose quelque chose en dation, parce que lui se voit spolier quelque part d'une rentrée sonnante et trébuchante. Nous, par contre, on est plutôt ravis, mais voilà, c'est un petit peu difficile. Donc l'initiative d'une telle mesure incombe aux proposants, aux requérants contribuables, n'est-ce pas, qui s'adresse à ce moment-là à son centre des impôts préféré, qui lui dit, voilà, je vous fais une proposition à tel prix, qui essaie d'étayer l'intérêt historique de son fonds, puisque là aussi, une dation ne peut porter que sur un document ou un corpus documentaire vraiment important sur le plan patrimonial, historique, etc. Et ensuite, donc, c'est là qu'on voit que l'intérêt, enfin, ça n'est pas uniquement une acquisition à titre patrimonial, mais l'intérêt financier, évidemment, est important. C'est le ministère des Finances qui statue en premier lieu, qui transmet ensuite au ministère de la Culture et au service patrimonial concerné, donc les archives de France pour ce qui concerne les propositions d'archives, et ensuite
une fois le rapport des experts des archives en faveur de la dation, la proposition fait le cheminement inverse. Et donc, on essaie de s'entendre ensuite avec le proposant sur une valeur. Le proposant peut ne pas être d'accord avec la valeur libératoire qui a été établie par le ministère des Finances. Mais en général, on essaie de faire avancer les choses. La politique de dation aujourd'hui est quand même encore assez faible dans le domaine des archives. 10% des dations faites aujourd'hui en faveur des services culturels profitent à des services d'archives nationales ou territoriales. Donc on a encore un petit peu de marge de développement. Je vais vous donner quelques exemples très rapidement. On a eu les archives Murat en 2014, les archives Lazare Carnot et tout récemment le chartrier de Beauvau-Craon. Donc c'est une des plus grandes familles de l'histoire française, donc qui ont été données au profit des archives de la Meurthe-et-Moselle. Les dons et legs. Donc là on rentre plutôt dans une catégorie d'entrée gratuite, mais ce n'est pas forcément la plus simple à gérer. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. Donc, soit don, legs, donation. Je ne vais pas rentrer dans le détail du formalisme, mais ce sont autant de modalités qui permettent aux services d'archives de s'enrichir. La donation entre vifs doit être obligatoirement faite devant un notaire, donc on la réserve en général à des fonds d'archives vraiment importants, pas seulement en volumétrie, mais surtout là aussi en intérêt culturel et scientifique. Le don manuel, qui est caractérisé par l'absence, comme vous l'entendez avec le mot manuel, quasi totale de formalisme, sauf qu'on essaie d'avoir quand même une lettre d'intention de don de la part évidemment du donateur, une lettre d'acceptation de don de la part du service bénéficiaire, et ensuite une lettre de remerciement expliquant comment le fonds va être valorisé, etc. Et ensuite le legs, qui est, comme son nom l'indique, une disposition contenue dans un testament et qui est révocable à tout moment jusqu'à la mort du testateur et qui peut être rendu caduque, évidemment, si une partie du fonds proposé disparaît. Donc aujourd'hui, n'importe quelle personne peut faire une proposition de don, de legs, de dation ou de vente d'ailleurs à un service d'archives qui n'a pas forcément une relation de proximité géographique ou intellectuelle, je dirais, avec le fonds cédé. Il n'en reste pas moins qu'il est quand même toujours plus pertinent d'avoir cette relation de proximité parce qu'évidemment, s'il y a notamment des charges et des conditions en termes d'exploitation du fonds qui sont très fortes, le fonds sera d'autant mieux accepté qu'il y a une notion de complémentarité avec les collections déjà présentes dans le service d'archives. Donc j'insiste sur ce fait-là, à savoir que là aussi, si les charges et conditions en termes de communication, de conservation, de diffusion sont trop fortes ou incompatibles avec la mission de service public que va assurer le service d'archives ensuite, ou encore que le document proposé ne correspond pas aux critères d'acquisition, il n'y a aucune obligation pour un service d'archives d'accepter le don, le legs ou la donation. Quelques exemples. Donc, on a eu les papiers Joseph de Metz qui sont rentrés là, anciennement, c'était aux archives de la Savoie, je crois, en 1995. Les archives de Simone Veil, dont un second supplément est rentré en 2014, je crois, aux archives nationales. On peut en citer beaucoup, et notamment beaucoup de fonds d'architectes qui sont donnés régulièrement à l'Institut français d'architecture. Bernard Zerfus, Henri Pingusson, enfin, pour en citer beaucoup, parmi les plus grands noms de l'architecture française. Alors, je voudrais terminer mon propos sur la notion d'accès et de valorisation. Qu'elles soient en main privée ou qu'elles appartiennent au domaine public de l'État via ces différents modes d'entrée, les archives privées demeurent privées. Voilà, c'est une tautologie. Mais de fait, ça veut dire que leur accès va être régi non pas par les règles habituelles de communicabilité qui régissent les archives publiques, mais bien au contraire par des règles de droit commun qui découlent directement du caractère absolu du droit de propriété, tel que l'a défini l'article 544 du Code civil. Donc ça veut dire que quand on a notamment des fonds mixtes, ce qui peut arriver pour les architectes paysagistes, selon les activités, les mandats qu'ils ont pu avoir, ces deux types de règles vont s'appliquer concomitamment aux différentes catégories de documents publics et privés qui peuvent composer le fonds. C'est donc le mode d'entrée qui va déterminer le régime d'accès de ces fonds privés, notamment quand ils sont incorporés au domaine public. C'est-à-dire que quand vous avez une acquisition onéreuse, un achat ou une dation, c'est le propriétaire public désormais qui va définir les règles d'entrée et qui en général va les assimiler aux règles de communicabilité des documents publics. Il peut y avoir après toujours des exceptions qui sont liées à la protection de la vie privée, du secret industriel et commercial, mais ce sera les mêmes règles que celles appliquées aux documents publics. En revanche, quand on a affaire à des entrées via des libéralités comme des dons, des legs ou des dations, là c'est le donateur qui a la possibilité d'édicter ses propres conditions d'accès. Donc c'est pour ça que là, et en plus je ne parle pas non plus des droits de propriété intellectuelle, bien évidemment, qui peuvent s'appliquer aux œuvres de l'esprit qui sont contenues dans les fonds, donc les droits d'auteur, droits patrimoniaux, etc. Voilà.
Et il faut rajouter aussi que la consultation et la reproduction sont encore deux choses différentes et qui peuvent être traitées différemment. La consultation, c'est une chose, la reproduction pour une diffusion publique ou non, c'est encore autre chose. Donc ça veut dire qu'en termes d'accès et donc de valorisation à court, moyen ou long terme, il est essentiel dès l'entrée d'un fonds privé dans une collection publique, ou même en cas de classement du fonds, c'est-à-dire quand le fonds reste en main privée, il est essentiel que les deux parties, savoir le propriétaire initial, l'administration des archives, s'entendent pour le plus grand intérêt du public pour favoriser une ouverture maximale du fonds dans le respect de la législation en vigueur. Donc pour terminer mon propos, je voudrais dire qu'effectivement aujourd'hui, on a des enjeux majeurs en termes de protection de ces fonds qui, comme on l'a dit depuis ce matin, sont à la fois en termes de volume, de nombre, sont colossaux, qui reposent beaucoup, dont la préservation repose beaucoup sur la bonne volonté individuelle, malgré tous les outils juridiques dont je viens de parler, et que donc l'enjeu majeur, je dirais, à terme, c'est qu'il y ait toujours cette coordination, cette interaction très forte entre les services publics et les propriétaires privés de fonds pour garantir justement que ces fonds soient préservés et surtout préservés pour être communiqués. Parce que conserver pour conserver, ça n'a pas un grand intérêt à part mobiliser et immobiliser des mètres carrés et des gigaoctets dans des serveurs. Voilà.